as it fitfully blows, half conceals, half discloses. Now it catches the gleam of the morning's first beam. In full glory reflected, now shines on the stream. 'Tis the star-spangled banner, oh, long may it wave o'er the land of the free and the home of the brave. Oh, see it ever when freemen shall stand between their loved homes, and while war's desolation, blessed with victory and peace, may the hem-rescued land praise the God that hath made and preserved us a nation. Let conquer with us when our motive is done, and is the arm of complete God is our trust, and the star-spangled banner in triumph shall wave. For the land of the free and the home of the We're also honored to have with us several extraordinary survivors of human trafficking, and I want to thank you all for being here, and you'll come up when we sign, and it's going to be my great honor to say hello and shake your hand. And your courage really inspires us all. I want to just let you know that. As the men and women in this room know, human trafficking is a problem everywhere, worldwide problem. Human trafficking is worse than ever before, and that's because of the internet. I've heard from Bill Barr and I've heard from others that the internet has caused lots of good things to happen and lots of really bad things, and this is probably the worst of the bad things, and it's an incredible thing. An estimated 25 million people around the world today are being held captive, manipulated, and abused by human traffickers. In 2018 alone, the National Human Trafficking Hotline identified over 23,000 human trafficking victims in the United States. 65% of these victims were women. More than 1 in 5 were children. Human traffickers prey on their most vulnerable citizens and people. They're vicious, they're violent. My administration is fighting these monsters, persecuting and prosecuting them, and locking them away for a very, very long time. We've had a tremendous track record, the best track record in a long time. We are dismantling the criminal organizations that make large-scale human trafficking possible. In my first month in office, I instructed federal agencies to go out and just do what you have to do. All federal departments are doing what they do to identify and destroy these groups, and we are destroying a lot of them. Unfortunately, they come back very quickly in a different form. In 2018, the Department of Justice shut down the leading site for online sex trafficking. The DOJ prosecuted a number of violent crimes that now is a record number. In the last 3 years, ICE has arrested over 5,000 human traffickers, and I want to thank ICE. They have been incredible. These are great, great people. Great people. They're tough, they're brave, and they love our country. Overseas, we've also seen historic progress, incredible progress, working with us and using our intelligence with them. When I took office, ISIS controlled over 20,000 square miles of territory.
and perpetrated some of the most heinous forms of human trafficking anywhere in the world. As you know, we've totally defeated the ISIS caliphate in Syria and Iraq, and it's 100%. We have thousands and thousands of prisoners, ISIS prisoners, and it's really been something that's been rather incredible, and we did that rather quickly, because when we came in as an administration, it was all over, and we have 100% of the caliphate. They're bloodthirsty, they're horrible. The founder and leader, al-Baghdadi, who was trying to rebuild ISIS, is now dead. We got him, and that was a big thing. That was a big thing and not an easy thing. He was hiding, and they've been after him for 15 years, but we got him. My administration is putting unprecedented pressure on traffickers at home and abroad, and we are freeing innocent victims at every single turn. I was proud to be the first commander-in-chief to attend a meeting of the President's Interagency Task Force established by the Trafficking Victims Protection Act of 2000. In November, I was also the first president to sign an executive order to establish a task force on missing and murdered American Indians and Alaska Natives. Just signed it. And this has a very special focus on women and girls. That's an incredible thing that's been happening, but we just signed it. I've signed 9 pieces of bipartisan legislation aimed specifically at combating human trafficking domestically and around the globe. And in 2018, I signed legislation strengthening the Department of Homeland Security's Blue Campaign, which unified the department's fight against this crisis and increasing public awareness every single day. We have signed more legislation on human trafficking by far than any other administration has even thought about. We enacted bills, thank you. And we'll do what's necessary. We will do exactly what's necessary. There's nothing more horrible than this. We enacted bills to fight sex trafficking, increase support for survivors, and raise the standards by which we judge whether other countries are meeting their duty to fight human trafficking. You have countries that talk, and they talk. They're like politicians in Washington. They keep talking. They do nothing about it. They do nothing about it. And we spend a lot of money on these other countries, and we're not sending it, and we let them know if they're not going to be doing their job. They don't, in some cases, probably want to do their job, and that's a pretty bad thing. We've authorized $430 million to fight sex and labor trafficking, and with the help of the State Department, I have held foreign governments accountable for failing to address human trafficking by imposing restrictions on foreign assistance, and very powerful restrictions. I've also prioritized increasing funding for anti-trafficking efforts in my 2021 budget, allocating $70 million toward enhanced prosecutions, and at the Department of Justice, we are spending $123 million towards supporting state and local efforts. And this is all new funding, and these funds will directly benefit those on the front lines who are tasked with bringing down the perpetrators of this terrible crime. So the kind of money we're talking about now is far greater than what you've had in the past, and let them give the people that work so hard in this administration credit, because they've wanted to do it more than the people in any other preceding administration. And you can read what you want, you can say what you want, but nobody has done more than what we've been doing on human trafficking. So today, on the last day of this year's National Slavery and Human Trafficking Prevention Month, I will take another very decisive action. In a few moments, I'll sign an executive order targeting human trafficking and child exploitation all across our country. This order and this is a very big one. This order will build on an incredible work that, and really the unbelievable work that so many of the people in this room have been doing. And
all of the work that's been done and increasingly is being done. You wouldn't believe the level of enthusiasm that people working on this issue have. I have many issues, economic, we have all different issues. I have never seen such enthusiasm for a single issue as I have for human trafficking. And I have to say that starts with Bill Barr and Chris Wray, the FBI. It starts with all of the people in law enforcement, so important, and it's something that people really do appreciate. So they collect and they coordinate. They share vital law enforcement and intelligence information with other places all over the world, and very, very important. And we have made a tremendous impact. The problem is it's so massive. It's so many people. It's so many countries. But we've had a tremendous impact. It will be posted online along with a comprehensive list of government resources, all of the things that we do and where to go to find out about what's happening. This order expands prevention education programs, promotes housing opportunities for survivors, and prioritizes the removal of child sexual abuse material from the internet. And furthermore, it takes the vital step of designating a full-time position here at the White House dedicated solely to combating human trafficking, so people know how important it is. The United States government continues to work with the United Kingdom, Australia, Canada, New Zealand in consultation with industry on a set voluntary principle. We have a set of voluntary principles to tackle online child sexual exploitation and abuse, and the level of detail, the kind of things that they're putting in, nobody's ever seen anything like this before. The people that are working on it do it with incredible heart and love, and they want something to happen. They don't want to be wasting time like people have been wasting for many years, even people in this position. They've been wasting time and not a lot of money, I have to tell you. They haven't spent, as you know, they haven't been spending a lot of money. We're now spending a lot of money. We look forward to launching these principles in the coming months, and we will not rest until we've stopped every last human trafficker and liberated every last survivor. So I'm now pleased to introduce an incredible survivor and the newest member of the U.S. Advisory Council on Human Trafficking, Bella Hunake. Hi, Bella. Good afternoon. My name is Bella Hunake. Thank you, President Trump, Ms. Ivanka Trump, in the White House for organizing this important event. It is truly a great honor to be here to celebrate the 20th anniversary of the Trafficking Victims Protection Act. At age 13, I was brought into this country. I survived trafficking along with 19 other girls. Afterwards, I was placed in foster care. But this negative experience in my past should not wholly define who I am today. Today, I am a college graduate. Today, I am an American citizen. And today, I stand before you as the newest member of the U.S. Advisory Council on Human Trafficking. The council is composed of survivor leaders who bring their experience and expertise to advise and provide recommendations to the President's task force to monitor and combat trafficking in persons. We represent a diverse range of backgrounds and experiences, and we're sincerely grateful to this administration for appointing our current 8 members to support federal government efforts to prevent and improve trafficking programs and policies. We view the existence of this council as a victory for trafficking survivors and the federal government.
This council is a model for survivor empowerment and survivor-centered approaches that other countries, states, and localities may learn from and adapt. This council shows in real and tangible ways how survivors can positively impact and inform anti-trafficking efforts at the highest levels of government. To truly be survivor-centered and informed means to not only prioritize survivors' needs or wishes and service delivery, it must also include meaningful collaboration with survivors to inform the design and implementation of the very policies and programs that affect them. No survivors should ever be viewed by their trafficking or lived experiences alone. We acknowledge the great strides the federal government has made in the last 20 years to combat trafficking, as well as that of other stakeholders. We look forward to continue to advise and collaborate with the task force to realize the goals of the TVPA, and we encourage all of you to view our 2020 annual report, which will be released this April. Thank you very much for the opportunity to be here today. And to end, I would like to share a statement and a quote from our council's chair, the Honorable Judge Lone Robert. This is to the victims and survivors out there. It's never been your fault no matter what, so let go of that toxic shame. It doesn't belong to you. You are never too old, too lost, or too broken to begin healing today. Hope is key, and even if it starts out as small as a mustard seed, nurture hope. It'll save you. And most importantly, you're not alone. You're not alone, you're not alone. Thank you, and God bless America. Thank you, Brian. You look so beautiful. Great job, Bella. Thank you. Perfect. Beautiful. Bonjour à tous et bienvenue dans Nouvel Angle, je suis Laetitia Rodriguez. Depuis la démonétisation de ma chaîne, les abonnés n'augmentent plus. Je pense que mon compte a été bloqué, mais peu importe. Pensez à partager cette vidéo autour de vous et à me suivre sur YouMaker, qui est la plateforme que je privilégie. Trump n'est plus à la Maison-Blanche depuis plus de 20 jours. Malgré l'agitation que Biden a provoquée avec ses décrets extrêmes, Trump est toujours dans les parages. Je suis presque certaine que cette situation va perdurer. Trump ne reviendra pas seulement sur les réseaux sociaux, mais il se pourrait même qu'il crée sa propre plateforme. Dans une interview accordée à Breitbart News Saturday, Jason Miller, conseiller principal de Trump, a déclaré que Trump était en train de chercher la meilleure façon de revenir sur les réseaux sociaux. Il envisage de lancer sa propre plateforme de médias sociaux dans un avenir proche. Monsieur Miller a déclaré que l'équipe de Trump a organisé plusieurs réunions afin de discuter de cette question, mais qu'elle n'a pas encore décidé si elle allait rejoindre une plateforme existante ou si elle allait lancer sa propre plateforme. Alors que Trump est en train de réfléchir à son retour sur les réseaux sociaux, de plus en plus d'États commencent à s'opposer aux grandes technologies. Vous savez que depuis hier, Trump a été officiellement banni de Twitter. Twitter a décidé de bannir l'ancien président Donald Trump de sa plateforme pour, je cite, « incitation répétée à la violence ». Et Trump ne pourra même pas envisager de revenir sur Twitter, même s'il devait être de nouveau candidat à la Maison-Blanche. Or, le 6 février, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a publié une déclaration indiquant qu'il travaillait avec les législateurs texans sur un projet de loi qui va empêcher les géants de la technologie
de censurer le contenu des utilisateurs sur la base de leurs opinions politiques. Le même jour, le procureur général du Texas, Ken Paxton, a également annoncé que le Texas allait prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre la censure des grandes entreprises technologiques. M. Paxton a confirmé que le Texas avait intenté une action en justice contre Google pour utilisation abusive des données privées de ses consommateurs. Il a déclaré qu'il avait été encouragé par ce que le gouverneur Ron DeSantis a proposé en Floride pour protéger les Floridiens des grandes entreprises technologiques. C'est une chose dont nous avons déjà parlé samedi dernier. La Floride a proposé une série de lois qui punissent sévèrement les entreprises de technologie qui censurent les discours. Nous avons dit que d'autres États allaient probablement suivre. En tous les cas, nous pouvons le voir, le Texas a embrayé le pas, ce qui signifie que, comme d'habitude, il a une longueur d'avance en ce qui concerne la question du retour aux valeurs fondamentales américaines. Étonnamment, le Dakota du Sud a également pris position. Les législateurs républicains ont présenté un projet de loi qui, s'il était adopté, leur permettrait de refuser d'appliquer les décrets de Biden au niveau de l'État. Bien que je ne connaisse pas grand-chose aux constitutions des États, je sais que ces derniers jouissent d'une autonomie considérable. Dans le cadre de ce projet de loi du Dakota du Sud, lorsqu'un ordre exécutif sera émis par le président, le Conseil exécutif du pouvoir législatif pourra recommander au procureur général et au gouverneur d'examiner l'ordre pour voir s'il y a ou non violation de la Constitution et pour déterminer si cet ordre exécutif doit réellement être appliqué. Il permettra notamment de remettre en cause des réglementations comme la restriction de la fréquentation des églises en raison de la pandémie, l'interdiction des armes à feu ou la restriction des ressources agricoles et industrielles sous prétexte de protection de l'environnement. Étant donné que les plans économiques radicaux de Biden entraînent une hausse du taux de chômage et que de plus en plus de petites entreprises sont écrasées par les impôts, je pense que de nombreux États vont suivre la Floride et le Dakota du Sud en boycottant les politiques de Biden. Il est difficile de dire ce que l'avenir nous réserve, mais ce qui est évident, c'est que Biden va être confronté à un mandat plutôt difficile. Avant que de me plonger dans les procès de mise en accusation de Trump, j'aimerais faire une brève présentation de la vidéo Absolute Proof de Mike Lindell, comme l'ont demandé certains abonnés de Nouvel Angle. Le film documentaire est sorti le week-end dernier. Le plus frappant dans ce documentaire, c'est la partie qui détaille l'ingérence étrangère et la manipulation des votes au cours des élections de 2020. Tous les détails y figurent, y compris les détails concernant les pays qui sont intervenus, les heures d'intervention, les adresses IP ainsi que les États visés. La personne qui fournit ces informations est Mary Fanning, chercheuse et auteure du National Intelligence, et elle n'a pas révélé son visage, mais malgré tout, les faits présentés sont crédibles. Elle a soutenu l'argument de Powell selon lequel le Cyber Pearl existe réellement. J'en ai déjà parlé hier, cet agenda secret qui repose sur l'ingérence étrangère est connu depuis longtemps, mais il est resté dans les coulisses. Pendant un certain temps, il semblait qu'il allait être rendu public, surtout autour de Noël dernier, lorsque le général Michael Flynn a laissé entendre que les faits allaient être exposés. Mais pour des raisons que je ne connais pas, l'agenda secret est retourné dans les coulisses et n'a jamais été révélé. Vous le savez également, le procès en destitution de Donald Trump s'est ouvert mardi à 13h, heure de l'Est, par un débat et un vote sur la constitutionnalité du procès. Le résultat de ce vote a été de 55 à 45, avec 6 républicains qui ont voté pour le déroulement du procès de destitution et qui ont rejeté l'affirmation selon laquelle il serait inconstitutionnel de poursuivre un président après qu'il a déjà quitté ses fonctions. Le procès a eu lieu le 10 février à midi et il a consisté en une plaidoirie d'ouverture et un débat. Les plaidoiries d'ouverture seront probablement terminées d'ici dimanche, après quoi le procès se poursuivra avec 4 heures d'interrogatoire des sénateurs et 4 autres heures d'argumentation sur l'opportunité d'appeler des témoins. Vous le savez, Donald Trump est accusé d'avoir incité le peuple à la violence. Il aurait utilisé trop souvent dans son discours des mots invitant à se battre. Attendez, c'est un peu facile comme argument. Martin Luther King, lui aussi, avait appelé le peuple à se battre, mais la lutte à laquelle il a invité ses frères et sœurs n'était pas une lutte violente. Rappelez-vous, Martin Luther King disait, je le cite, « Ne cherchons pas à satisfaire notre soif de liberté en buvant à la coupe de l'amertume et de la haine. Nous devons toujours mener notre lutte sur les hauts plateaux de la dignité et de la discipline.
Nous ne devons pas laisser nos revendications créatrices dégénérer en violence physique. Fin de la citation. Alors quoi? Vous allez me dire que Martin Luther King a incité le peuple à la lutte violente et aux émeutes? Est-ce de sa faute si des factions d'inspiration marxiste-léniniste de son époque ont brûlé des bâtiments? Martin Luther King a appelé les gens à lutter contre le mal avec un grand M, et non contre les personnes qui faisaient du mal. Le premier tweet de Trump suite à la prise du Capitole a été un tweet qui exhortait le peuple américain à ne pas se laisser aller à la violence. Comme Martin Luther King, la bataille qu'ont livrée Trump et les 75 millions d'Américains qui contestaient le résultat des élections était une bataille contre le mal avec un grand M. L'objectif n'a jamais été celui de s'en prendre à des individus. À aucun moment Trump n'a invité le peuple à prendre les armes. C'est marrant, Trump est toujours le grand méchant loup dans l'histoire. Mais les médias n'ont jamais vraiment insisté sur la part d'ombre du président qui a précédé Trump. Celui-ci vouait une grande admiration à Saul Alinsky, un activiste radical qui a écrit des livres, donné des cours et incité à la mise en pratique de ses propres théories, ce qui a fait de ce personnage l'agitateur paracommuniste dont l'influence a été la plus néfaste au cours des dernières décennies. Outre son admiration pour Lénine et pour Castro, Alinsky a également rendu hommage au diable lui-même. Dans son livre Rules for Radicals, des règles pour les radicaux, il affirme, je cite, « Prenons soin au moins de rendre rapidement hommage au tout premier radical, Lucifer. » Cela m'a également rappelé les poèmes de Karl Marx, qui a théorisé le communisme en 1848 et qui a rédigé des œuvres dans lesquelles il voue un culte au diable et dans lesquelles il dit qu'il va s'ériger un trône dans les cieux pour surpasser Dieu et régner en maître. Mais revenons à la destitution de Trump. La preuve la plus solide présentée par les avocats de Trump pour soutenir qu'il n'est pas responsable des émeutes est liée au timing des événements. Selon les avocats de Trump, les émeutiers qui ont pénétré dans le Capitole l'ont fait de leur propre volonté dans le cadre d'un plan prémédité qui n'a aucun rapport avec le discours de Trump. Le bâtiment du Capitole se trouve à plus d'1,5 km de la plaine où Trump a prononcé son discours. Il faut un peu plus d'une demi-heure de marche entre la plaine et le bâtiment du Capitole. Le discours de Trump a commencé à 11h58 et s'est terminé à 13h12. Cependant, vous le savez, les émeutiers avaient déjà pénétré le Capitole à 12h53, 19 minutes avant la fin du discours de Trump. Permettez-moi de répéter, les émeutiers avaient déjà enfoncé les barricades extérieures à l'ouest du Capitole alors que Trump n'avait pas encore terminé son discours. Cela signifie que si ces émeutiers étaient effectivement des manifestants qui revenaient du rassemblement pour Trump, ils ont dû partir 20 minutes avant la fin du discours, bien avant d'entendre les derniers mots qui auraient soi-disant incité à l'émeute. Si l'on tient compte du délai nécessaire à une foule nombreuse pour se déplacer dans les rues bondées, les émeutiers auraient dû se déplacer avant même que le discours de Trump ne commence. Mais il y a encore autre chose et vous le savez. Trump n'est plus le président des États-Unis. Il est désormais un simple citoyen, un simple civil. Cependant, les démocrates continuent à faire pression tant bien que mal. Mais si la mise en accusation est effectivement constitutionnelle, comme le prétendent les démocrates, cela ne signifie-t-il pas qu'ils pensent que Trump est toujours président? Soit Trump est toujours président, soit la mise en accusation est inconstitutionnelle. Je suis désolée, mais vous ne pouvez pas plaider pour les deux. Si vous insistez sur le fait que Trump n'est plus président, alors vous devez admettre que la mise en accusation est inconstitutionnelle. Parce que c'est la mise en accusation d'un civil. Si vous pensez que la mise en accusation est constitutionnelle, alors cela signifie que Trump est toujours président. Ce n'est pas comme s'il s'agissait d'une profonde lacune constitutionnelle. C'est une chose simple que n'importe qui peut comprendre. Cette logique absurde est une première en Amérique. Mais vous savez, c'est une façon de faire très courante en Chine. C'est pourquoi nous avons dit à maintes reprises que la gauche et le Parti communiste chinois, ou PCC, ne font qu'un. La gauche et le PCC abusent tous deux de leur pouvoir en déformant la réalité. Malgré les belles promesses que la gauche fait au grand public, elle ne se préoccupe que de ses objectifs, et vous le savez. Alors attention, ne mettons pas tout le monde dans le même panier. Vous savez bien que ce n'est jamais ce que j'ai eu l'intention de faire. Nous connaissons les différentes déclinaisons politiques en Europe, et le but n'est pas de dire que les gens qui sont à droite sont les bons et les gens qui sont à gauche sont les mauvais. Ici, je vous parle de la gauche radicale, de la gauche qui sévit aux États-Unis, celle qui aspire au communisme,
celle qui est proche du Parti communiste chinois et qui ferme les yeux sur toutes les questions en lien avec les droits humains. Ce sont des personnes pour qui la fin justifie les moyens. Comme je l'ai déjà dit, lorsque nos traditions et nos lois sont violées, la nation est déjà sur une mauvaise voie. Soyons patients et observons, car d'autres événements vont peut-être suivre. Je vous remercie d'avoir suivi Nouvel Angle. Vous pouvez soutenir le journalisme indépendant en versant quelque chose sur mon compte Patreon. Vous trouverez tous les liens dans la barre d'informations. Vous pouvez également me suivre sur YouMaker, qui est une plateforme alternative que je privilégie, et vous pouvez également partager cette vidéo avec vos proches. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Nous allons avoir des experts en cybercriminalité. À 100%, vous allez voir toutes les preuves. Quand vous aurez fini de visionner, vous allez être stupéfait. 100% qui prouvent exactement ce qui s'est passé, que ces machines étaient utilisées pour voler notre élection par d'autres pays, y compris la Chine. Mais je veux vous dire, avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi je suis si heureux aujourd'hui à propos de 2 miracles qui se sont produits ces derniers mois. Le premier miracle était le soir des élections, la nuit des élections à 23h15. Les algorithmes de ces machines ont cassé, tout simplement cassé. Tout sera expliqué lors de cette émission. Mais ils ont cassé. Ce qui signifie que Donald Trump a eu tellement plus de millions de votes auxquels il ne s'attendait pas qu'ils ont dû recalibrer. Voilà. C'est pourquoi tous ces États ont soudainement fermé. Ils ont tous fermé. Ce qui a paru bizarre. Cela ne s'est jamais produit dans aucune autre élection. Et alors, au fil des jours, ça a pris une autre semaine, comme l'Arizona, pour compter 1%. Vous voyez ces gros pics comme dans le Michigan et tous ces votes qui ont été ajoutés. Personne n'a vraiment compris. On est en train de vivre dans ce genre de Twilight Zone pendant ce temps. Eh bien, c'est un miracle là parce que pensez-y si ça n'était pas arrivé. S'ils avaient été estimés justes, ce qui serait arrivé est que cela aurait été une élection normale. À 3 heures du matin, ils auraient dit « Oh, Biden a gagné, nous avons gagné par un petit écart. » Et nous aurions dit « Ah, on aura plus de chance la prochaine fois. » Mais parce qu'il a obtenu tant de votes, ça a tout brisé et déclenché cette série d'événements, ces écarts. Si cela ne s'était pas produit, nous n'aurions jamais été ici pour parler de la plus grande attaque de l'histoire, le plus grand coup de cyberattaque. Le rêve américain aurait disparu pour toujours parce que nous n'aurions jamais su. Ils auraient continué à utiliser ces machines et cela aurait été le cas pour toujours. Voici le deuxième miracle. Et avec celui-là, je dois vous montrer ici sur le graphique. Je vais lister et vous dire pourquoi c'est un miracle. Ok, voilà ce qu'on va faire. On va regarder État par État et nous allons montrer ce qui s'est passé d'autre. Alors, ici, l'Arizona. La marge de victoire était de 10 000 votes. Ils ont dit que Biden a gagné. Si nous regardons ceci, descendons le graphique. Les votes par courrier nécessitant un arbitrage, presque 300 000. Mais ces votes, ce sont des votes dont vous allez apprendre pendant cette émission quant à l'arbitrage et comment ça fonctionne. Mais passons au prochain. Vote des étrangers illégaux. 36 400 étrangers illégaux ont voté. Vous voyez, il n'a perdu que par 10 000 votes. Bien sûr, ils ne peuvent pas voter. Donc, Donald Trump gagne l'Arizona. Non, on continue. Électeurs inscrits sur un lot vacant, 2000 bulletins de vote remplis reçus la veille. Avant même que les bulletins de vote soient envoyés par la poste, 22 000 bulletins reçus en Arizona avant même qu'ils soient envoyés. C'est un peu bizarre, non? On continue.
Ici, le comté de Maricopa. Bulletins arbitrés électroniquement, 103 000 bulletins de vote téléchargés avant l'ouverture des bureaux de vote. Donc, les votes étaient même téléchargés. Ils étaient déjà là avant même l'ouverture des bureaux de vote. 50 000. Passons à l'état suivant. Je vais sauter la Géorgie pour y revenir ensuite. Résultat du Michigan. Les morts qui ont voté au Michigan. 17 367 personnes mortes ont voté. Michigan très différent des autres États, ce qui s'est passé là-bas. Donc tout est regroupé ensemble. 615 000 votes contestables. Nous allons sauter cette partie, ok? Passons à la suivante ici, Nevada. Voici le Nevada. Dans cette élection, 4 000 étrangers illégaux ont voté. Les votes par correspondance pour des électeurs connus pour avoir voté dans d'autres États, 15 000. Le comté de Clark a utilisé pour vérification de signatures par image la moitié de la qualité suggérée par le fabricant pour vérifier des signatures des bulletins de vote. 130 000. On va aller vite sur celui-là. Des billets de tombola pour inciter les votes. 500. En voilà un gros. Les morts qui ont voté, 1506 non-névadiens qui ont voté au Nevada. Ils ne vivaient même pas dans le Nevada. 19 218 électeurs qui ont voté 2 fois. 42 284. Comme vous pouvez le voir, ils totalisent plus de 200 000. Donald Trump a perdu par 34 000 voix. Résultat du prochain, Pennsylvanie. Vote par correspondance compté dans un observateur républicain. Nous avons tous entendu ce genre de choses. C'est bien plus de 600 000 votes par correspondance. 68 000. En voici un autre dont vous entendrez beaucoup parler pendant cette émission. Descendons. Les employés des bureaux de vote qui ont trié des bulletins erronés dans les poubelles. C'est celui où une grosse palette a été conduite de New York en Pennsylvanie. Vous en entendrez un peu parler dans l'émission aussi. Mais c'est ce que nous allons voir pour la Pennsylvanie. Vous pouvez tous voir que cela fait 860 000. Donald Trump a perdu par 68 000 voix. Voici le Wisconsin. Wisconsin, une vague d'électeurs indéfiniment confinés en 2020. Ça prendrait du temps à expliquer, mais il y en a 130 000. Des bulletins antidatés du service postal américain, 100 000. C'est incroyable si vous regardez réellement. Les votes par correspondance entrant dans le processus de tabulation sous l'apparence d'un scrutin d'absent, en violation flagrante de la loi de l'État, 170 000. Wisconsin, la marge de victoire pour Biden était de 20 000 votes. Maintenant, nous allons retourner en Géorgie. D'accord, tout le monde sait que le président a appelé le secrétaire d'État de Géorgie, et dans cet appel, il a dit au secrétaire d'État: vous avez des criminels qui n'ont pas fini leur sentence qui ont voté, 2560. Des enfants mineurs qui se sont inscrits pour voter et qui ont voté illégalement, 66 247. Des personnes non inscrites qui ont voté, 2423. Des électeurs inscrits qui ont voté dans un autre État après leur inscription en Géorgie, 4926. Des électeurs qui ont voté en Géorgie et aussi dans un autre État, 395. Des électeurs qui ont voté en Géorgie mais qui ont changé d'adresse avant l'élection pour le faire, 15 700. Des personnes qui ne se sont pas préinscrites pour voter dans leur comté à temps, après avoir déménagé d'un comté à un autre, 40 279. Des électeurs qui ont revendiqué illégalement une boîte postale comme leur résidence, 1043. Des électeurs qui se sont inscrits trop tard pour voter, 98. Des personnes qui sont mortes avant l'élection, ils étaient déjà morts. 10 315. Des bulletins de vote sans chaîne de contrôle. Nous en reparlerons probablement un peu dans cette émission, mais il y en a 600 000. Et voici ce que le président a dit au secrétaire en Géorgie. Pouvez-vous nous donner juste les données? Il a seulement perdu par 11 730 votes. Que diriez-vous de nous donner vos données sur les mineurs qui ont voté, sur vos morts? Et là, on gagne. Ça prend tout son sens. Et ça, cette ligne ici, ces gens qui ne sont pas inscrits, 40 000. Pouvez-vous nous les donner? Il a simplement dit, il a juste nommé les colonnes. Et vous savez ce que le secrétaire d'État de Géorgie a dit? Ces chiffres sont faux. Le président a demandé à un de ses gars, qui nous a donné les chiffres? Le gars a répondu qu'il les avait eus par le bureau du secrétaire d'État. Le président a dit au secrétaire d'État, alors, quand pouvons-nous obtenir les bons chiffres? Et l'autre gars a dit, monsieur, nous avons essayé de les obtenir par le secrétaire d'État depuis près de 2 mois. Le point était ici.
Voici le point que je veux aborder. Voilà le deuxième miracle de l'élection. Chacun de ces États aurait dû être... Mais 2 plus 2 font 4, non? Vous devriez dire, d'accord, vous ne pouvez pas compter les morts, vous ne pouvez pas compter les mineurs. Dans chacun de ces États, Donald Trump gagne. Si les électeurs avaient fait leur travail, les législateurs, si les gouverneurs n'avaient pas dit OK, tout va bien, toutes ces choses qui sont arrivées, toutes ces anomalies qui sont arrivées, cela n'est jamais arrivé auparavant, encore moins avec un État. Ils ont tous dit qu'ils allaient continuer et utiliser tout ça. Et nous allons déclarer Joe Biden le vainqueur. Mais voilà le truc, le grand miracle. S'ils avaient fait ça et dit, vous savez quoi? Nous ne pouvons pas les compter. Monsieur Trump gagne. Donald Trump gagne. Alors nous ne serions pas où nous en sommes en ce moment. Parce que la chose la plus importante contre l'humanité, notre pays, est cette attaque à travers ces machines. Ça a révélé ces machines et provoqué la situation dans laquelle nous en sommes actuellement. Ce que vous allez donc regarder pendant cette émission est une preuve à 100% que le plus gros vol était par ces autres pays qui sont venus attaquer notre pays à travers ces machines qui sont faites pour voler les élections. Chaque élection à venir dans l'histoire, si ces choses ne se seraient pas produites, nous n'aurions jamais rien su. Chaque vote que vous auriez fait, cela n'aurait pas eu d'importance, quelqu'un d'autre aurait voté. Et nous l'avons tous vu durant le mois dernier. Vous pensez que c'est un communiste qui est entré, qui a pris le dessus avec des gens ici? C'est une attaque non seulement contre ces autres pays avec le communisme, mais ils avaient des commerçants nationaux ici dans notre pays. Tout ce qui se passe en ce moment, nous le voyons là-bas. Ils suppriment la culture, ils essaient de nous anéantir tous. Je viens de voir des églises. Des églises chrétiennes sont attaquées en ce moment. Des gens sur les réseaux sociaux aussi. Toute personne qui s'exprime. Ils disent « tu ne peux pas dire ça ». Hop, disparu. C'est comme s'ils étaient en ce moment en train de faire le jeu de la taupe. Parce qu'ils savent qu'ils étaient si proches du fait que nous ne saurions jamais dans l'histoire ce qui s'est passé. Mais devinez quoi? Maintenant nous savons. Et vous allez tous savoir quand vous aurez regardé jusqu'à la fin. Je vais vous dire ce que vous pouvez tous faire. Nous allons commencer notre émission maintenant. Et les amis, vous allez être absolument épaté. Et maintenant, nous recevons le colonel Phil Waldron. Oui, bonjour. Ma spécialité dans l'armée relevait des opérations d'influence, d'information. La guerre de l'information, pour être clair. Nous allons évoquer spécifiquement ces machines qui ont été utilisées pour pirater notre élection, avec le concours des pays étrangers, notamment la Chine. Qu'avez-vous à nous rapporter à propos de cette élection, de votre point de vue? Et comment vous êtes-vous retrouvé si impliqué? Nous avons commencé pour observer, en collaboration avec nos partenaires du groupe Allied Security Operations à Dallas, en analysant les données dont ils disposaient, non seulement sur Dominion, mais aussi sur ESNS et HART, parmi les autres systèmes de vote électronique, et nous avons décelé de nombreuses similitudes et vulnérabilités dans ces systèmes qui s'avèrent aisément corruptibles et contrôlables, à mes yeux de spécialiste de guerre de l'information, car c'était mon métier de rechercher les vulnérabilités et des moyens d'attaquer les systèmes pour procurer un avantage stratégique aux forces américaines et à leurs alliés. Lorsque nous avons commencé à repérer ces vulnérabilités et tous les moyens possibles pour prendre le contrôle de ces systèmes de vote électronique, il est devenu évident que nous avions un problème avec les élections du 3 novembre. Cela nous a incité à consacrer beaucoup de temps en partenariat avec Russ Rumsland pour obtenir de nombreuses données de traçage, de compréhension. Nous avons commencé à travailler de notre propre initiative en établissant de nombreuses connexions en suivant l'argent, d'autres pistes et en menant un travail classique d'investigation. J'ai fait appel à notre équipe locale du DHS, ici au Texas, à la fois à la division du renseignement et de l'analyse, qui recueille du renseignement pour le Department of Homeland Security, et au SIASA, notre représentant local de Cisco. Nous avons pris le temps de leur exposer ce que nous avions découvert, les vulnérabilités, les moyens par lesquels ces systèmes pouvaient être piratés pour changer les résultats des élections, que ce soit au niveau de la machine, du serveur ou de la fraude à l'échelon local, qui est nécessaire pour introduire les bulletins de vote illégitimes. Concernant les machines que vous évoquiez précédemment,
Elles incluent des algorithmes directement chargés dans les tabulateurs. Nous avons des preuves que dans le comté de Ware, en Géorgie, X bulletins de vote ont été scannés et 13% des voix pour le président Trump ont été volées et transférées au profit de l'ex-vice-président Biden, ce qui représente une altération de vote de l'ordre de 26%. Quand vous vous placez au niveau des machines, ces machines Dominion ou ESNS, il y a tellement de vulnérabilités dans ces systèmes, tellement de règles fondamentales de cybersécurité qui ne sont pas mises en œuvre, que cela permet à quiconque ayant quelques connaissances techniques et la volonté de le faire, de venir influencer nos élections. Un tel niveau stratégique relève de services de renseignement étrangers. Et nous avons collecté un certain nombre de documents attestant que le Parti communiste chinois est propriétaire de la société d'investissement privée dont le conseil d'administration contrôle Dominion. Il y a des communistes chinois, notamment le président de la banque communiste chinoise, qui est membre du conseil d'administration du fonds d'investissement privé propriétaire de Dominion. La société responsable des tests, la seule à avoir accès à la fois au code et aux tests des machines, Dominion, est implantée à Shenzhen, en Chine. C'est une société qui est liée au Parti communiste chinois. Le gouvernement américain, les autorités des États, les autorités des comtés n'ont pas accès au code Dominion. Et je trouve quelque peu singulier que ce soit une entreprise chinoise, sous l'égide du PCC, qui ait accès au code. C'est pourquoi nous avons commencé à nous intéresser à l'aspect stratégique, qui représente le troisième étage de la manipulation électorale. De nombreux mouvements de données de vote en accès direct sur les circonscriptions électorales de Pennsylvanie, sur les centres de comptage des comtés du Wisconsin, du Michigan, du Nevada, d'Arizona, de Géorgie. Tout ce trafic de données en provenance directe de pays étrangers, la Chine étant le principal, via des proxies de l'ISI pakistanais. Ressentez-vous de la frustration de ne pas être en mesure de diffuser toutes ces informations au public ? Oui, c'est très frustrant. Le fait d'entendre partout « Bon, il y a eu toutes ces procédures judiciaires, elles ont toutes été perdues ». Eh bien, il s'agit d'un mensonge. Nous avons les statistiques sur les procédures qui ont été ouvertes et le nombre d'entre elles qui ont été rejetées pour motif de compétence de la Cour ou de vice de procédure. Mais il y a, à ma connaissance, au moins 2 cas, un dans le Michigan et un en Géorgie, où les preuves ont été entendues et ces affaires suivent leur cours. Le Sénat d'Arizona a entendu et vu des preuves préliminaires. Ils ont adressé une assignation à comparaître et vont poursuivre dans cette voie avec un audit légal complet en Arizona. Et cela pourrait se matérialiser dès la semaine prochaine. Bien sûr, c'est complexe et difficile à appréhender pour les gens. Et à partir de là, ils le rejettent, comme s'il s'agissait d'une théorie du complot, alors que cela relève de la cyberguerre, de la guerre asymétrique non conventionnelle, menée par un État étranger hostile contre l'infrastructure critique du gouvernement des États-Unis. Le pays tout entier a vu qu'ils ont tout fermé la nuit des élections, c'était anormal. Vous vous y attendez probablement, n'est-ce pas? Nous observions en effet, et nous avons trouvé les serveurs à l'étranger, à Barcelone, au Royaume-Uni et à Francfort. Nous en avons récupéré plusieurs, celui à Toronto également, évidemment lié à Dominion. Donc, vous avez la preuve à 100% que les serveurs sont à l'étranger, dans d'autres pays, pour notre élection nationale. Oui, nous avions cartographié les serveurs avant même les élections. Nous avions identifié le serveur Seattle à Francfort jusqu'à son adresse postale. Concernant Francfort, il me semble qu'il s'agit de l'un des plus grands hubs de serveurs du monde, si ce n'est le plus grand. Une sorte de cybernœud, un nœud de communication. Il s'appelle DE, 2, pour le suffixe de l'Allemagne. Et plusieurs personnes qui surveillaient la volumétrie du trafic cette nuit-là ont constaté un pic de trafic singulier, dû au volume d'informations en transit. Et l'une des raisons qu'ils ont invoquées pour cette augmentation de trafic était les élections américaines. Selon vous, s'agit-il d'une attaque de la part d'un ou plusieurs pays étrangers? Est-ce cela que vous insinuez? D'après ce que j'ai vu et les témoins avec lesquels j'ai pu parler, je crois qu'il s'agit d'un coup d'État. Il doit certainement impliquer des éléments à l'intérieur de notre pays et à l'intérieur de notre propre gouvernement fédéral. Une caractéristique certaine de ce coup d'État est qu'il a été aidé
et encouragé par une puissance étrangère hostile, un véritable ennemi, la Chine. Pensez-vous que cette attaque extérieure n'aurait pu avoir lieu sans le concours d'individus américains, c'est-à-dire des traîtres à la nation, pour être clair? Oui, je le pense. De surcroît, nous avons des déclarations sous serment de membres de la CIA et du département d'État détachés à l'ambassade en Italie, affirmant leur participation à ce coup d'État. Nous avons le nom, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone d'un haut responsable du département de justice, par l'intermédiaire d'un avocat américain qui a déclaré que cette personne avait empêché toute enquête du département de justice ou du FBI relative aux élections et avait essayé de refermer toutes les poursuites judiciaires. Donc, depuis l'intérieur de notre propre département de justice, des personnes ont arrêté des investigations en cours. Si vous vous demandez pourquoi M. Barr n'a vu aucune preuve de fraude électorale à grande échelle, c'est parce que le FBI n'a jamais rien fait d'autre que d'entraver les enquêtes sur la fraude électorale. Le FBI est allé interroger les chauffeurs qui avaient livré des bulletins de vote et qui avaient réalisé des déclarations sous serment. Voyez-vous, ils ont harcelé des Américains, des patriotes américains, lanceurs d'alerte, et ils les ont poursuivis. Mais revenons à ce que vous évoquiez là précédemment, à savoir les machines, plus précisément les machines ES-NS et Dominion. Parmi les éléments de planification militaire, il y a des capacités critiques. La capacité est ce que vous devez détenir pour exécuter votre mission, ou ce que l'ennemi doit détenir pour exécuter sa mission avec succès. Dans ce cas, la capacité critique, pour que tout ceci ait pu se produire, ce sont les vulnérabilités intrinsèques qui ont été intégrées dans les logiciels ES-NS et Dominion. Ces logiciels dont nous avons prouvé par ailleurs, lors de nos recherches, qu'ils étaient directement liés au logiciel Smartmatic, au noyau dur du logiciel SGO Smartmatic. Il y a sûrement des raisons financières derrière cela, compte tenu de certains autres investissements consentis, notamment si en anticipant la suite, il y a la perspective de gagner des milliards et des milliards de dollars pour le conseil d'administration du SGO Smartmatic, parce qu'il posséderait également une société de purification de l'air. Réfléchissez-y un instant. Si vous parvenez à mettre en place une administration qui est favorable à votre entreprise, avec la signature d'un nouvel accord écologique, vous permettant de gagner des milliards et des milliards de dollars grâce à une réglementation gouvernementale sur des systèmes de purification de l'air dans les bâtiments publics, les immeubles résidentiels et les complexes industriels. Alors vous poseriez une petite somme d'argent sur la table pour vous assurer que l'élection est pliée. Idem d'un point de vue de la Chine. Si la Chine pouvait éviter que les États-Unis ne viennent renforcer la défense de Taïwan, et nous avons déjà vu les prémices. Et si la Chine pouvait éviter un affrontement pour protéger leurs îles artificielles destinées à étendre leurs eaux territoriales au détriment des voies maritimes internationales, s'ils pouvaient investir 1 milliard de dollars pour parvenir à leur fin, plutôt que de mener une guerre, eh bien ils auraient réalisé un investissement plutôt appréciable. Tout l'argent qu'ils ont gagné en misant sur la famille Biden, tout l'argent qu'ils ont gagné et investi dans les universités et les entreprises américaines, en achetant notre propriété intellectuelle, médicale et technique, en volant beaucoup plus qu'ils n'achetaient. Ils l'ont fait car ils mènent une guerre. Les gens ne se rendent pas compte que nous subissons une attaque. Nous avons donc avec nous Russ Rumsland, membre fondateur du groupe opérationnel de sécurité allié. Il est basé à Dallas au Texas. Ce groupe s'occupe de cybercriminalité et de sécurité. Russell, comment allez-vous? Comment vous êtes-vous impliqué dans toutes ces fraudes électorales? C'est une histoire intéressante. Mike, la route a été longue pour nous. Il y a 2 ans, nous avons obtenu les données du service de comptage des élections de Dallas. Et les gens nous demandent ce que signifient ces données. Il y avait environ 1100 pages et nous les avons analysées et nous avons été horrifiés par ce que nous avons trouvé. Parce que ce que nous avons trouvé, c'est que des gens se sont introduits dans le système et ont changé les votes. Ils ont effacé les bases de données, les ont rechargées et cela a été fait à distance. Et ça, ce n'est pas possible. C'était en 2018 quand ils sont venus vous voir avec ces machines de vote et ce sont des machines de Dominion?
Non, nous utilisons des ESS à Dallas, pas des machines Dominion. Donc, elles sont semblables? Ce sont des machines semblables? Oui, oui, c'est très similaire, mais la plupart de ces sociétés de vote ont un ADN comparable dans leur logiciel. D'accord, mais ce que vous avez vu vous a vraiment horrifié? Oui, parce qu'il est clair que quelqu'un jouait avec les élections. Waouh! Nous avons donc essayé d'alerter les autorités. Nous avons fait appel à un procureur du département de justice qui dirigeait le groupe cyber dans le nord du Texas. Et elle était horrifiée par ce que nous lui avons montré. Et elle nous a demandé de rassembler ces éléments et de les soumettre au FBI. Nous l'avons fait et ils n'ont rien fait. Nous avons donc continué à enquêter et plus nous en avons trouvé et plus c'était horrible. Et tout ça sortait de Dallas. Nous avons essayé de convaincre les sénateurs et les fonctionnaires de l'État de se pencher sur la question. Mais nous avons continué à y travailler seuls, sans aucun demandeur. Et nous avons finalement réussi à obtenir que 7 membres du groupe parlementaire de la liberté, en juillet dernier, assistent à une séance d'information de 2 heures sans personnel. Et ce qu'ils ont vu était la preuve absolue que ce système de vote électronique que nous avons est complètement compromis. Il peut être complètement manipulé. Et ils ont été scandalisés. Nous avons tous entendu que le Texas a refusé ces machines. Eh bien, le Texas a refusé les Dominion, mais le Texas utilise d'autres machines de vote. Nous utilisons HART et nous utilisons ESNS au Texas. D'accord? Alors pourquoi le Texas aurait-il refusé ces machines Dominion? Et à votre avis, ils ont dû les examiner. Ils ont dit qu'il y avait quelque chose qu'ils n'aimaient pas. Mais pour Smartmatic, ils étaient OK avec ça. Quelle serait votre opinion sur la raison pour laquelle ils refuseraient une machine parce qu'ils ont peur de la fraude électorale et qu'ici, ils ont accepté celle-ci? Je pense que parfois cela a plus à voir avec la politique et l'influence, qui gagne le marché ou pas. Ah oui, OK. Alors, nous nous sommes retrouvés avec quelques enquêteurs du groupe de surveillance du département de la sécurité intérieure de Ron Johnson. Ils étaient consternés par ce que nous leur avons montré. Et ils ont essayé de faire entrer la CISA, qui est l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, au sein du département de la sécurité intérieure. Ils ont essayé de faire en sorte que la CISA jette un coup d'œil. La CISA n'a pas voulu prendre le dossier. Ils ne pouvaient pas être moins intéressés. Nous ne savions donc pas trop quoi faire. Nous avons trouvé des journalistes qui voulaient commencer à parler de ce sujet. Ils ont été consternés. Mais la rupture s'est vraiment faite au début du mois d'août, lorsqu'on a eu des gens du département de la sécurité intérieure à Austin, avec la division de l'INA, la division du renseignement et de l'analyse, pour qu'ils examinent ce que nous avions. Et c'est cette division qui était chargée de l'intégrité des élections avant qu'elle ne soit confiée à la CISA. Alors, ils l'ont regardé et ils ont été affolés. Ils ont envoyé toute une équipe à notre bureau. Nous avons passé 11 heures avec eux. Ils nous ont demandé si nous leur donnerions nos données. Nous leur avons dit bien sûr et nous leur avons donné toutes nos données. Ils les ont ramenés à Austin et à notre insu, ils les ont donnés à 3 cybergroupes privés qu'ils utilisent et leur ont demandé. Et ils leur ont dit, est-ce que ces types sont fous? Je veux dire, est-ce dingue ou y a-t-il quelque chose de sérieux ici? Les 3 groupes ont tout examiné et ont répondu en disant que non seulement c'était vrai, mais qu'ils étaient scandalisés. Ok, je veux vous demander, quand vous dites scandalisé, pouvez-vous expliquer à tous ceux qui regardent en ce moment ce qui vous a scandalisé? C'est le fait qu'ils puissent être en ligne? Il n'y a aucune sécurité efficace pour notre vote. Les votes sont stockés à l'étranger et ils peuvent être facilement... Ils sont stockés à l'étranger? Oui, oui, oui. Waouh! 27 États utilisent ce que l'on appelle Clarity Settle, qui ont fait un rapport la nuit des élections et ces serveurs sont à l'étranger. Ils ont des vulnérabilités sur ce qu'on appelle le stockage S3 et les gens peuvent y entrer et modifier les votes. Ils peuvent ensuite les télécharger en retour jusqu'au niveau du comté, ici, dans ce pays. Parce que Settle a toute l'accréditation de chaque serveur des comtés et peut donc accéder à chaque serveur d'un comté et modifier les votes depuis l'étranger. Waouh, c'est dingue!
Donc, tout ce dont tout le monde a parlé et qu'ils ont essayé de supprimer en disant que les machines n'étaient même pas en ligne, et vous dites que 27 États utilisent cela, que les serveurs sont à l'étranger pour que ces derniers puissent les envoyer là-bas, changer les votes et les renvoyer, tout ça électroniquement. Correct. Waouh. Alors, donc les gens du département de la sécurité intérieure à Austin ont réalisé que ce que nous leur disions était correct. Ils étaient choqués et ont commencé à essayer d'organiser une série de dossiers classifiés au sein de leur propre groupe afin de faire tout remonter en haut de la chaîne. Ils sont montés d'un ou deux niveaux et puis ils ont rencontré un mur solide de résistance qui leur a dit de laisser tomber, de ne pas poursuivre. Waouh! Et qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes ici pour raconter les faits. Pourquoi ferait-il cela, à votre avis? Qu'est-ce que vous suggérez? Pourquoi ont-ils fait cela? Je ne sais pas, Mike. Bon, eh bien, vous ne pouvez pas l'expliquer, ok. Alors reprenons à partir de là. Quand est-ce que tout s'est arrêté approximativement? C'était en septembre. Waouh! Proche de l'élection, ok. Proche de l'élection. Ce qui s'est réellement passé lors de cette élection volée, nous savions déjà ce qui allait se passer. Nous l'avions déjà vu. Nous savions que c'était possible, nous savions que tout était là. Nous ne savions pas au préalable combien de serveurs étrangers. Nous n'avons jamais vu beaucoup de serveurs étrangers venir changer les votes, mais dans cette élection, en effet, nous en avons vu des milliers à travers le monde. Vous en avez vu des milliers? Vous avez vu ces piratages? Avez-vous vu ça de vos propres yeux? Nous avons vu les données qui sont supposées être représentatives. L'élection a lieu, vous saviez ce qui allait se passer. Est-ce exactement comme cela que vous l'aviez imaginé? Oui, nous pensions que cela allait se produire sur 3 niveaux. Nous pensions qu'il y aurait une tricherie locale massive. Nous pensions qu'il y aurait de la triche par le biais des sociétés de vote elles-mêmes, que ce soit elles ou quelqu'un d'autre qui les manipule. Et nous pensions qu'il y aurait de la fraude par l'injection de votes depuis l'étranger. C'est exactement ce que nous avons vu se passer. Nous avons développé des tonnes de preuves absolument sur ce sujet, mais aucun procès n'a jamais été autorisé. Cela a donc alimenté le mythe médiatique selon lequel la fraude n'existait pas. Mais elle existe. C'est là. C'est incroyable, c'est énorme. Waouh! Est-ce que tout le monde a entendu ce qu'il a dit, ce que Russell dit ici? On entend tout le monde dire qu'il n'y a pas de preuves. Et vous dites qu'aucun juge ne regarde les preuves. Est-ce exact? C'est correct. Ok, et nous ne savons pas pourquoi. Nous ne savons pas pourquoi. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de preuves, mais parce qu'ils ne voulaient même pas les examiner. C'est bien cela. C'est bien cela. Ok. Ok, nous avons entendu parler dans l'émission du comté d'Antrim au Michigan. N'avez-vous pas été contacté pour examiner cette question? C'était notre travail, oui. Ah, très bien, ok. En fait, j'ai signé le rapport d'enquête d'expertise légale. Nos employés ont fait tout cela, ils font partie de notre équipe. Et cela s'est produit parce qu'il y avait aussi une élection locale. Et le juge a autorisé une exploration limitée. Ce qui en est sorti était assez épouvantable pour qu'il permette de faire d'autres découvertes. Puis ce rapport est devenu national parce que tout ce que nous avons trouvé était si effroyable. C'est vrai. Tout le monde, ce que nous avons entendu dans le comté d'Antrim, dans le Michigan et dans cette émission, vous l'avez vu, c'est la raison pour laquelle on en a tant parlé. Parce que c'est un petit comté et qu'il y a eu 15 000 votes et 7 000 revirements. Je veux dire, c'était tellement évident. Vous avez généralement 65% de républicains et 35% de démocrates. Et ce résultat a été complètement inversé. Tout le monde dans la ville a su que cette altération n'avait aucun sens. Et donc, Russell, cette affaire est toujours ouverte. Est-ce exact? C'est bien ça, c'est exact, c'est correct. Ok, pardon.
Je peux vous demander une chose, ce que vous avez vu là-bas est exactement ce que vous pensiez qu'il allait arriver. Avez-vous pu voir ailleurs? Qu'est-ce qui était différent dans le comté d'Antrim? Nous avons tous entendu que vous avez été en mesure de faire l'expertise légale et de voir tout cela. Avez-vous pu faire cela dans d'autres endroits des États-Unis depuis la fin de cette élection en novembre? En fait, sur une base limitée, nous avons pu nous rendre dans 2 autres comtés. Nous n'avons pas encore publié ces informations. Nous ne les publions pas pour le moment. Mais les 2 ont confirmé que la situation est encore pire à Antrim. Tout le monde a entendu ce que nous avons ici. Et Russell ne peut pas divulguer cela parce qu'à chaque fois que quelque chose apparaît, tout est enterré. Il se passe des choses, vous savez. C'est la plus grande attaque contre notre pays. Et je vous le dis, c'est pour cela que tout est supprimé partout. Ce dont il parle maintenant, c'est 2 autres endroits. Est-ce une nouvelle information? Vous dites qu'il y a 2 autres endroits et que ce que vous voyez est encore pire que vous ne pouviez l'imaginer? C'est comme Antrim, mais c'est bien pire à des égards. Vous savez, à Antrim, ce que les gens doivent comprendre, pour faire très simple, Mike, lorsque les gens votent et qu'ils scannent leur bulletin de vote, soit il va dans un bac normal et est comptabilisé, soit il va dans ce qu'on appelle un bac d'arbitrage. S'il est placé dans un bac d'arbitrage, alors celui qui gère le système de vote peut voter comme il le souhaite. Eh bien, à Antrim, nous avons constaté des taux de rejet de 82%. 82% des bulletins de vote en arbitrage. Quel est le taux normal? Je veux dire, est-ce qu'il y a un taux normal pour une élection qui serait un pourcentage normal et quel serait le pourcentage le plus élevé? Certainement. Oui, moins d'1% devrait aller en arbitrage. Oh, moins d'1%, vous vous rendez compte? Et c'était 85%. Et dans le comté de Fulton, les habitants du comté de Fulton eux-mêmes ont admis un taux d'arbitrage de 93,6% dans certains cas. Cela signifie que toute l'élection a été décidée par les personnes qui font fonctionner le système et non par les électeurs. Ce dont vous parlez, c'est une autre façon pour ces machines de tricher. Mais cela ne mentionne pas ce dont vous avez parlé plus tôt, la cybercriminalité. Lorsque ça part à l'étranger vers des serveurs qui sont tous basés là-bas, n'est-ce pas? C'est une toute autre question. C'est vrai. Les 2 impliquent les machines. L'une dont nous avons parlé dans cette émission ici, la cyberattaque, et celle que vous venez d'entendre de la part de Russell, qui en a parlé plus tôt. L'attaque des autres pays qui ont piraté, dont nous allons vous montrer la preuve. Russell ne sait même pas que nous avons cela. Nous allons vous montrer qui l'a fait, l'heure à laquelle ils l'ont fait, l'ordinateur sur lequel ils l'ont fait. Si nous n'avions jamais su, si nous n'avions jamais obtenu ce que nous avons maintenant, à quoi aurait ressemblé l'avenir de notre élection? Eh bien, je veux dire, nous approchons du Venezuela où cela n'a pas d'importance. Tout à fait. Quelqu'un d'autre choisit pour nous, alors pourquoi voter, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça aurait été. Les machines qui sont en ligne, et vous nous avez dit plutôt que ce ne sont pas seulement les machines Dominion, c'est toutes les machines qui ont été utilisées lors de cette élection. C'est ce que vous diriez? Oui, c'est une déclaration tout à fait juste, et laissez-moi vous en parler un peu. Vous savez, pour ces gens qui disent que ce n'est pas en ligne, nous avons des vidéos d'employés qui ont une tablette de sondage et qui se glissent à gauche un espace sur leur tablette pour obtenir un film sur Netflix et le regarder sur leur tablette de sondage. Comment cela peut-il se produire si le site n'est pas connecté à Internet? Nous avons les déclarations sous serment d'une juge électorale qui s'est présentée à la responsable de circonscription de son bureau de vote, angoissée, car ils avaient chargé le mauvais bureau de vote dans son équipement.
Elle a appelé sa compagnie de vote qui l'a mise en attente et le service d'assistance d'un autre État a appelé et en 10 minutes a rechargé ses registres de vote d'un autre État avec le bon bureau de vote. Comment cela peut-il se faire si elle n'était pas connectée à Internet? Je sais qu'ils étaient tous en ligne, mais est-ce illégal pour eux d'être en ligne? Eh bien, cela dépend. Certains endroits oui, certains endroits non. Je veux dire, l'assurance est que vous pouvez faire confiance au système de vote parce qu'ils ne sont pas en ligne, mais en fait, ils sont très clairement en ligne. Je vois. Oui, en voilà une que vous ne savez pas. Nous avons mené, c'est un groupe différent ici, une petite opération à Dallas pendant cette dernière élection. Et laissez-moi vous décrire l'opération pour que vous compreniez l'ampleur de ce que je vous dis. Ce que nous avons fait, c'est que chaque jour, nous avons pris les informations sur les registres des électeurs qui ont voté ce jour-là à Dallas. Dallas les affiche en ligne, de sorte que vous obtenez un grand et long registre de ces électeurs. Vous ne voyez pas ce qu'il a voté, mais vous voyez tout le reste. Son nom, son lieu de résidence, quand il a demandé un bulletin de vote, où il a voté, son adresse de résidence, et plus encore. Et tout cela, comme vous le savez, est composé de 0 et de 1. C'est ainsi que fonctionnent les ordinateurs. Nous avons donc simplement additionné tous les 0 et les 1 de ce registre des électeurs et nous l'avons enregistré. Et ensuite, on regardait ce qu'il advenait de ce fichier d'électeurs au fur et à mesure des élections anticipées. Mike, nous avons observé 57 000 électeurs qui ont vu leur dossier modifié au cours de l'élection anticipée à Dallas, au Texas. Waouh! Nous avons vu une rue de 10 pâtés de maisons à Dallas, au Texas, dont chaque vote a été effacé, puis remplacé à la fois par quelque chose qui a clairement changé. Parce que le hash, en d'autres termes, c'est l'enregistrement des 0 et des 1, et c'est ça qui a été modifié. Et donc nous savons qu'il a été trafiqué. C'est incroyable. Est-ce que cela s'est produit à l'échelle nationale? Oui. OK. Et vous avez vu la cyberanalyse qui montre ça. Et nous le montrerons aussi. Mais je veux juste vous demander, pourquoi n'ont-ils pas réglé ces machines pour gagner le Texas aussi? Quelle est votre opinion là-dessus? Pourquoi n'ont-ils pas réglé les machines assez hautes pour gagner le Texas? Il y a eu un certain nombre d'inquiétudes soulevées au Texas suite à notre travail pour l'élection de 2018. Pete Sessions a en fait déposé une plainte au Texas et a publié un article à ce sujet parce que son suffrage a été volé. Et il savait donc très bien que le Texas allait faire l'objet d'un examen contrairement à d'autres endroits. D'accord. Et il y a eu aussi une énorme opération à Houston où un système d'escroquerie au vote de plus de 700 000 votes a été exposé. Il y avait donc beaucoup de choses qui se passaient au Texas et je pense que cela les a rendus un peu nerveux de le faire fonctionner effrontément ici. Ils ont peut-être reculé un peu. Vous venez de dire quelque chose. Vous me dites qu'ils ont aussi contrôlé tous les votes et qu'ils peuvent choisir un sénateur ou un membre du Congrès ou autre. Est-ce exact? Sans aucun doute, absolument. Alors, Russell, pourriez-vous parler spécifiquement des logiciels malveillants? Bien sûr. Il y a une société de Barcelone en Espagne appelée CITL et elle possède la société appelée Clarity Election Night Reporting. Et Hart leur envoie les comptages ainsi que Dominion, ESNS. Toutes ces sociétés leur rendent compte des votes. Et puis, Election Night Reporting ne font soi-disant que transmettre les votes aux médias. Mais en utilisant les outils standards des White Hats, nous pouvons regarder et voir ce qui se trouve sur leur serveur à Francfort, en Allemagne. Il y a une zone sur leur serveur, sur un type d'équipement particulier. Un logiciel malveillant appelé QSnatch. Et QSnatch surveille toutes les informations qui lui parviennent
et saisit les identifiants de connexion de chaque comté du pays qui lui fait un rapport. Ainsi, une fois qu'il dispose de toutes ces informations, il peut se pencher sur ce comté et accéder à la base de données du comté depuis l'étranger ou de n'importe où ailleurs pour injecter des votes modifiés dans le système d'arbitrage ou simplement remplacer la base de données. C'est donc une faille de sécurité massive. Et ça existe, ça fonctionne et ils ont toutes les connexions nécessaires pour accéder à n'importe quel comté qui leur fait un rapport. Waouh! Incroyable. Donc en gros, ce que vous avez dit plus tôt, tous les serveurs sont là-bas, donc ils peuvent prendre tous les comtés de notre pays, les examiner et décider ensuite ce qu'ils veulent faire de ces informations et ce qu'ils peuvent faire dans le comté, quel vote ils veulent changer. Nous avons tous entendu parler de cette histoire en Italie, c'est passé ensuite en Allemagne. Ils ont dû... je crois que c'était au milieu de la nuit du 4 novembre. Savez-vous quelque chose à ce sujet? On en a tous entendu parler. Un type a même admis l'avoir fait et nous allons avoir ses déclarations sous serment. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Notre opinion est que cela aurait dû faire l'objet d'une enquête parce que cela correspond à ce que nous voyons se produire. Mais cela n'a pas fait l'objet d'une enquête. Apparemment, le département de la justice n'a pas enquêté. Vous savez, comme d'habitude, oh, ça a été débunké. Eh bien, qui l'a débunké? Quand l'ont-ils débunké? Comment l'ont-ils débunké? Personne n'a enquêté sur cette information. Il y aurait dû y avoir une enquête parce que c'est tout à fait cohérent. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est tout à fait cohérent avec tout ce que nous avons vu en termes de capacité. Bill Barr a dit qu'il n'y a aucune preuve. Quelle est votre opinion sur la raison pour laquelle les gens continueraient à faire pression et ne voudraient pas savoir? Je me fiche de savoir de quel côté de la ligne politique vous êtes. Pourquoi ne voudriez-vous pas savoir la vérité? C'est une question qui hante constamment tous les membres de notre équipe. Je pense que c'est une combinaison de choses. Je pense que certaines personnes sont vraiment complètement corrompues. Je soupçonne qu'au fond de tout ça, vous trouveriez que notre gouvernement a changé les votes dans d'autres pays depuis des années et qu'ils ne veulent vraiment pas que cela soit révélé. Certaines parties de notre gouvernement. Je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas voir. Ils ont peur de voir. Je pense que ce sont probablement des gens qui sont compromis et qui ont été capables de rester en dehors de tout ça. Je pense que c'est une combinaison. Ce n'est pas qu'une seule raison. C'est vrai. Et ce que je voulais que les gens entendent, parce que je l'entends tout le temps, vous savez quoi? Bill Barr a dit ceci. Aucun des juges ne l'a accepté. Vous entendez tout cela? Nous ne pouvons pas tout expliquer parce que c'est probablement une multitude de choses, comme Russell le dit, et c'est aussi mon opinion. Il pourrait y avoir jusqu'à une douzaine de raisons, qui sait, mais cela n'a pas d'importance. Tout cela n'a pas d'importance parce que maintenant la vérité est dite aujourd'hui et tout cela va sortir. Je crois vraiment que ce qui va se passer, une fois que tout le monde verra ça, c'est qu'il y aura enfin des gens qui n'auront pas peur de parler, parce qu'il sera trop tard pour fermer la porte. Les vaches seront sorties de l'étable. Tout le monde le saura et voudra en savoir plus. Vous savez, Mike, ce qui est important, c'est que bientôt, la question va se retourner et que les gens vont se dire « Attends une minute, de quoi tout le monde a si peur ?» Tout à fait. Pourquoi vont-ils si loin pour dire qu'il n'y a rien à voir alors qu'il y a clairement quelque chose à voir? C'est presque comme, vous et moi, nous nous souvenons de Enron. C'est presque comme Enron. Sommes-nous en train de dire, oh non, nous ne voulons pas enquêter sur Enron. Personne ne devrait enquêter sur Enron. Non, non. Enron ne devrait pas avoir à vous dire comment ils dépensent votre argent. Continuez juste à leur donner votre argent de retraite. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ce n'est pas non plus comme cela que notre système électoral devrait fonctionner. Merci de vous abonner à ma chaîne, de liker et de partager cette vidéo. Et si vous souhaitez me soutenir, il y a dans la description sous cette vidéo un lien PayPal et un lien Tipeee. Encore merci et à bientôt. Of digital soldiers. What we are now, what we call, I call them,
Because this was an insurgency, folks. This was run like an insurgency. This was irregular warfare at its finest in politics. And that story will continue to be told here. But we have what we call citizen journalists. Okay? Because the journalists that we have in our media did a disservice to themselves, actually more than they did to this country. They did a disservice to themselves because they displayed an arrogance that is unprecedented. And so the American people decided to take over the idea of information. They took over the idea of information, and they did it through social media. America is a land of heroes, a place where greatness is born, where destinies are forged, and where legends come to life. This is the home of Thomas Edison and Teddy Roosevelt, of many great generals, including Washington, Pershing, Patton, and MacArthur. This is the home of Abraham Lincoln, Frederick Douglass, Amelia Earhart, Harriet Tubman, the Wright brothers, Neil Armstrong, and so many more. This is the country where children learn names like Wyatt Earp, Davy Crockett, and Annie Oakley. This is the place where the Pilgrims landed at Plymouth and where Texas patriots made their last stand at the Alamo. The American nation was carved out of the vast frontier by the toughest, strongest, fiercest, and most determined men and women ever to walk on the face of the earth. Our ancestors braved the unknown, tamed the wilderness, settled the Wild West, lifted millions from poverty, disease, and hunger, vanquished tyranny and fascism, ushered the world to new heights of science and medicine, laid down the railroads, dug out the canals, raised up the skyscrapers. Our ancestors built the most exceptional republic ever to exist in all of human history, and we are making it greater than ever before. This is our glorious and magnificent inheritance. We are Americans. We are pioneers. We are the pathfinders. We settled the new world. We built the modern world. And we changed history forever by embracing the eternal truth that everyone is made equal by the hand of Almighty God. America is the place where anything can happen. America is the place where anyone can rise. And here, on this land, on this soil, on this continent, the most incredible dreams come true. This nation is our canvas, and this country is our masterpiece. We look at tomorrow and see unlimited frontiers just waiting to be explored. Our brightest discoveries are not yet known. Our most thrilling stories are not yet told. Our grandest journeys are not yet made. The American age, the American epic, the American adventure has only just begun. Our spirit is still young. The sun is still rising. God's grace is still shining. And my fellow Americans, the best is yet to come.
is a truth that has been sealed in bubbles. There is a beast above our heads. There is a whore that sits above the waters. It is the shadow in our beds. Open your eyes and you will see her drinking from the golden cup filled with our blood. It's revelation's time for sleeping beauties. It's time for changes in our lives. Wake up, it's time. Wake up, it's time. Open your eyes, open your eyes. Wake up, it's time. Wake up, it's time. Open your eyes, open your eyes. So many wars in the name of peace. So many deaths in the name of life. So many lies in the name of truth. Now we can see it's all upside down. We see the treason, we see the crimes, we see the puppet master's hands. We'll turn the beast against the puppet master, 'cause the truth is in our hearts. Patriots are in control in pursuit of common goals. Good versus evil. Right versus wrong. Humanity. Power over another person is not okay. Patriots are not divided. Borders do not separate us. We fight together. We stand strong together. We, the people. Where we go one, we go all. Southern Brazil, where we go one, we go all. Hey, I'm Nico from Germany. Where we go one, we go all. Representing Haiti, we are rising. Where we go one, we go all. and where we go one, Now I'm awake, now I'm awake. The wind is rising, the storm is here. Now the time has come to pray for all those people who risk their lives to bring us closer to that day where we'll be free, where we'll be one under the blue sky, away from sins. Brothers and sisters, have no fear, 'cause in the end, God wins. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rugged red glare of the bursting in air gave
put those hands on them. It'll be more valuable. Thank you, Jesus. Father in heaven, I ask in the name of Jesus for these men and women, that the very privilege that we have before you every day to pray for our president, our vice president, today you have extended to us the favor and the blessing to do it in their presence. And we just want them today to bless them and to say thank you for them. Thank you, Jesus. Thank you for the miraculous experience of raising them up to the glory of God. Yes. We pray for courage, perseverance. Yes. We pray that they will have God's wisdom where they will see what you see. Yes. God, we thank you. The best is yet to come.